si je comprends bien, Brabec et toi, vous êtes complètement opposés. Vous n'êtes pas du tout d'accord sur les bienfaits ou sur les méfaits du capitalisme. Tu as raison. Selon moi, pour tous ceux et toutes celles qui partagent ma position, le capitalisme a créé un ordre cannibale. Un ordre cannibale sur la planète. L'abondance pour une petite minorité et la misère meurtrière pour la multitude. J'appartiens au camp des ennemis du capitalisme. Je le combats. Le monde diplomatique est un monde impitoyable. C'est la guérilla en camouflage. Die Demokratie, die wir leben, ist heute eine weitgehend simulative. Die Hoffnung ist hier auf diesem Platz. Nous vivons sous un régime meurtrier qui doit être changé radicalement et nous pouvons le faire. Chacun doit lutter là où il est né. Terminé. En marzo 64 fue con el Che como chofer. Mas la estrategia que me indica de integrarme subversivamente en las instituciones fue un consejo fundamental que determinaba toda la mi vida. Che Guevara est tellement important pour moi parce qu'il va au bout, jusqu'à sacrifier sa propre vie. Il a fait le pas que j'ai jamais fait. Je reste le petit bourgeois privilégié qui écrit des livres, qui a une vie de confort. Je n'ai jamais fait le dernier pas. Ça t'est insupportable? Ça m'est totalement insupportable. Je commets des erreurs tactiques en ne pas voyant les nouveaux impérialismes plus habiles encore, plus cyniques encore que... Les méchants du siècle dernier. Non, ils sont toujours les méchants. Bah, ils dominent. Ils sont plus les seuls méchants. Ils sont plus les seuls méchants. Au point de vue purement intellectuel, c'est pas facile d'être optimiste. Oui. Mais il y a le besoin d'être optimiste. Bon, Nicolas, merci d'être avec nous. On va donc découvrir à 16h ton film Jean Ziegler, L'optimisme de la volonté. Mais là, c'est un temps un petit peu plus tranquille, hors de ton actualité, et ça va nous permettre un petit peu de te rencontrer, de te découvrir. Je disais tout à l'heure en off qu'on était étonnés de ne pas avoir encore découvert tes films et de t'avoir déjà rencontré. Donc voilà, on va essayer de rattraper le temps perdu. Je suis très content d'être ici. Effectivement, c'est la première fois que je viens à Foix et que je viens en Ariège même. Donc, énorme découverte pour moi. Je pense que la première vraie, on va dire, révélation de cinéma que j'ai, c'est un film qui s'appelait La Spirale, qui était un film de montage constitué d'archives de ce qui s'est passé au Chili en 72 et 73, juste avant le coup d'état de Pinochet. Et il se trouve que je connaissais, mes parents avaient un ami monteur de film qui est une des personnes qui a participé au montage de ces archives qui ont été sorties illégalement du Chili à cette époque. C'est un film d'ailleurs qu'on voit assez peu, je pense que vous n'en avez pas entendu parler, non? Comment il s'appelle? La Spirale. La Spirale. Ouais. Mais c'est un film assez culte, mais qui vraisemblablement est peu distribué. Voilà. Et donc c'était un film qui était constitué d'images en noir et blanc, que des militants ou cinéastes chiliens avaient réussi à faire sortir du Chili et qui avait été monté notamment par du monteur à Genève et en France. Voilà. Quelques camionneurs fidèles à l'unité populaire tentent d'assurer un minimum de transport. Alors, la guérilla commence. Les Miguelitos, petites araignées de fer, sont l'arme favorite des saboteurs. On en ramasse sur toutes les routes. L'opposition a lancé le mot d'ordre de lutte par tous les moyens, peu importe si en crevant les pneus des camions on s'attaque aux voitures particulières ou aux ambulances. C'est du mini-terrorisme, mais c'est déjà du terrorisme. Le temps n'est plus aux disputes sur la légalité. Le gouvernement est l'ennemi à abattre. Au même moment, les cargaisons de cuivre embarquées à Valparaiso, à destination de l'Europe, font l'objet d'une demande de saisie de la part de la Kennecott, qui s'estime volée par la nationalisation. En fait, Allende a mis en regard les bénéfices excessifs de la société et le chiffre de son indemnisation. C'était encore elle qui devait de l'argent au Chili. Il se trouvera un tribunal français pour prononcer l'embargo provisoire. Finalement, le cuivre sera livré, mais c'est quand même une curieuse coïncidence. Autre coïncidence, la présence de la flotte américaine.
Comme tous les ans, elle effectue en jonction avec la marine chilienne l'opération UNITAS. Les mauvais esprits pensent qu'il n'est pas impossible que la droite ait choisi pour se manifester l'époque où elle disposerait de ce parapluie étoilé. Assez joué aux coïncidences. C'est l'offensive générale. Les petits commerçants sont les premiers à rejoindre les camionneurs. La coupe Roche les suit. Les universités catholiques appuient le mouvement, les facultés et les lycées se coupent en deux. Les grandes organisations patronales appellent tous les industriels et les propriétaires terriens à fermer leurs usines et à soutenir la grève. Les partis politiques jouent le double jeu. Tout en se déclarant solidaires mais non dirigeants d'un mouvement qui va plus vite qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le dépasser. C'est eux qui proclament l'illégalité du gouvernement et qui mettent 4 ministres en accusation constitutionnelle. Leur rôle est pourtant moins décisif que celui des grands alliés, les représentants de l'Empire. Car la droite peut bien singer les tactiques de la gauche jusqu'à la grève générale. Il y a une chose qu'elle n'a jamais su, c'est se passer d'argent. Elle en aura. 200 millions de dollars. La grève peut durer. On met toujours en avant Villarine et ses camionneurs devenus rentiers, mais le véritable état-major de cette insurrection de la bourgeoisie, ce sont les 4 grémios du grand patronat. Et donc j'ai vu ce film, et moi j'étais très jeune, j'avais je pense 10 ans, j'ai dû le voir en 74, quelque chose comme ça. Et j'ai eu une espèce j'étais totalement troublé, à la fois fasciné, à la fois révolté. Et je ne veux pas dire que c'est là que j'ai décidé de faire des films plus tard, mais en tout cas c'est le premier déclic vraiment très très fort. Et qui finalement a continué après, lorsque j'ai vu les films de Costa Gavras. Donc finalement mon rapport au cinéma et au désir d'en faire a été assez rapidement connecté avec l'idée, je pense, d'engagement. Voilà. C'est pas quelque chose que j'avais théorisé à l'époque, mais ce qui m'a bougé le plus, c'était ça. Donc à mon époque, j'ai 17 ans et j'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour la révolution sandiniste, voilà. Et plus que pour le cinéma. Et puis j'ai très envie, je me dis, si j'ai quelque chose que j'ai envie de faire une fois que j'aurai passé mon bac, qu'on appelle en Suisse la maturité. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. On passe ça à 19 ans, une année plus tard ici. Je m'étais dit, j'ai commencé à apprendre l'espagnol et je me suis dit, j'ai envie d'aller passer peut-être une année ou 6 mois dans des brigades internationales au Nicaragua. Et en même temps, je vois beaucoup de films. Et puis j'ai 19 ans, je me demande ce que je vais faire. Je m'inscris en Sciences Po à l'Uni à Genève. Et là, il y a notamment un cours avec Jean Ziegler. Nous sommes actuellement 7,3 milliards d'êtres humains sur notre fragile planète. Tant que ça, oui. Plus des 2 tiers, environ 4,8 milliards, habitent dans l'hémisphère sud, parmi lesquels des centaines de millions vivent dans des conditions indignes. Les mères sont tourmentées par la peur panique du lendemain parce qu'elles ne savent pas comment elles pourront nourrir leurs enfants. Les pères sont humiliés, méprisés, jusque dans leur famille parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, victimes de ce qu'on appelle le chômage permanent. Les enfants grandissent dans la misère et l'angoisse. Ils sont des victimes fréquentes de violences familiales. Leur enfance est souvent fracassée. Pour 2 milliards d'êtres humains dans le monde, ceux que la Banque mondiale appelle les extrêmement pauvres, la liberté n'existe pas. Leur seule préoccupation est de survivre. Les ravages du sous-développement sont la faim, la soif, les épidémies et la guerre. Ils détruisent plus d'hommes, de femmes et d'enfants chaque année que la boucherie de la Seconde Guerre mondiale pendant 6 ans. Ce qui fait dire à beaucoup d'entre nous que pour les peuples du tiers-monde, la 3e Guerre mondiale est en cours aujourd'hui. Je suis ce séminaire avec Jean Ziegler et puis c'est assez fascinant parce que c'est en 84. Donc on est quand même 5 ans avant la chute du mur, donc on est quand même dans une période, bon, certains connaissent sans doute, où il y a encore cette idée de, peut-être pas du grand soir, mais en tout cas de rapport Est-Ouest, rapport Nord-Sud, le monde est très clivé. Et puis la plupart des étudiants sont des gens, l'immense majorité sont des gens qui viennent de pays du Sud, des pays dans lesquels Jean Ziegler a été un peu un phare à l'Amérique latine, l'Afrique, l'Érythrée, etc.
Et je suis à la fois, ce que je le raconte à chaque fois que je vois Jean, on en reparle, je suis à la fois très attiré et très intéressé, parce que c'est assez fascinant. Moi j'ai 19 ans, les gens s'appellent camarades, tout le monde se tutoie, il y a une espèce de fraternité inouïe. Puis en même temps, déjà un petit peu, pas je dirais tétanisé, mais un peu refroidi par quand même le dogmatisme à l'œuvre. Il y a quand même une espèce de doxa politique, marxiste-léniniste très forte. Moi je viens plus à cette époque du milieu des squats, où on a beaucoup de... On ne peut pas dissocier notre pratique de la pratique culturelle et artistique. Donc j'ai une espèce de... Je me rends compte à ce moment-là, en côtoyant ces gens, que je ne suis vraiment pas ça. Je ne pourrais pas être que ça en tout cas. Et que je suis beaucoup plus libertaire que ça. Et donc je pense que c'est finalement, je le dis en le chambrant un peu, pas grâce à Jean Ziegler que j'essaie de faire plutôt du cinéma hyper partir au Nicaragua, mais un peu quand même. Parce que je me dis, mais il y a quelque chose qui me manque et je ne me retrouve pas tout à fait là-dedans. Il y a un mode d'expression que je ne pourrais sans doute pas activer si je restais dans ces histoires-là. Donc j'arrête cette année de Sciences Po, qui, soit dit en passant, m'ennuyait un peu aussi. Et je décide d'aller faire des films. On avait 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'attirait. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y filmer. Comment est-ce qu'on peut changer la société? Comment? Au début, j'ai pensé que j'allais avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, ils m'ont demandé de venir les voir la semaine suivante. Je suis militante anti-impérialiste, je suis un des membres fondateurs du groupe autonome révolutionnaire. Je m'appelle Charlie, j'ai 20 ans. Quand tu tournes déjà là? Mais aujourd'hui, nous allons entamer une autre étape. Désormais, nous allons nous attaquer au cœur du système. Mon nom est Urs Armstutz. Je suis sous-directeur de l'agence SPS SPV de Liespach. Hey, calme-toi! Ce que je veux, je t'appartiens pas, ok? On était plein de rêves. On ne vit pas sans rêve. Nicolas Vadimov, il a réalisé à la fois des documentaires, mais aussi des fictions. Ta fiction Opération Libertad, elle t'a amené jusqu'à Cannes, puisqu'elle a été sélectionnée à la quinzaine. Donc il y a aussi, là on voit déjà la richesse de la naissance de ton projet cinématographique, mais après tu vas aussi, dans ton exercice du cinéma, avoir... T'as toujours eu ce désir de fiction ou c'est l'aboutissement parce que tu as fait pas mal de documentaires avant, et je pense. C'est un... Disons que tout ça est lié, c'est un truc un peu organique, il n'y a pas de décision à un moment donné. Je vais faire ce type de cinéma ou quand je serai plus grand, je ferai ça. C'est un peu, je dirais, le cours de la vie qui m'emmène à prendre telle ou telle direction, avec, je pense, quand même quelques constantes. En l'occurrence, concernant le documentaire ou la fiction, ce qui se passe, c'est quand je finis mon école de cinéma à Montréal, je suis très heureux à Montréal, j'ai beaucoup d'amis, mais je me sens quand même un peu loin de mon centre affectif, émotionnel, social, culturel, qui est quand même plus l'Europe. Donc je reviens en Suisse, et là, c'est le cours de la vie, je rencontre celle qui allait être ma première épouse, et qui j'ai 2 enfants, et qui est d'origine marocaine. Voilà. Et ça a son importance, parce que le fait qu'elle parle arabe, et tous les arabes, on va dire très bien, pas seulement le marocain, on décide de voyager, et on part au Yémen, entre autres. Et lors de ce voyage au Yémen, ça c'est 87-88, donc c'est malheureusement l'époque où on pouvait voyager au Yémen, ce qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Et là c'est quand même une grosse claque quand même, parce que je me rends compte d'abord que j'aime beaucoup ça, que je me sens très très à l'aise là-bas. On filme, elle commence une école de cinéma à Genève, aux Beaux-Arts. Donc on filme en permanence, on décide de faire un documentaire.
Et en revenant du Yémen, on passe par la Jordanie et on arrive, ça c'est 88, et on arrive à Jérusalem et à Ramallah en pleine première intifada. Où on a un ami photographe, on est tous très jeunes à l'époque, on a 21, 22, 23 ans. On a un ami avec qui on squattait aussi à Genève, qui décide, qui est photographe, qui couvre cette question-là. Et ça c'est une énorme baffe aussi. Donc cette première intifada était quand même très très lisible. Pour un jeune de 23 ans, il y avait vraiment des checkpoints, des jeunes qui tiraient des pierres, c'était beaucoup moins. En tout cas, c'était moins complexe que c'est plus lisible que maintenant. Donc je prends ça et je me sens très 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 à l'aise aussi. Je rencontre beaucoup de gens et je pense que ce petit voyage-là a été déterminant pour toute la suite parce qu'à partir de là, je me dis que j'ai envie de retourner en Palestine régulièrement. J'y suis retourné à peu près tous les, je sais pas, je n'ai pas fait de calcul, mais je pense tous les 4 ou 5 ans dans les 20 ans qu'on suivi, 25 ans qu'on suivi. بعد 23 يوم من بتسموها حرب سميها هجوم على بلدنا عسلبي دون سلاح طيارة دبابة مقابل بارود جنود عتاد شعب ناطق تموت نموت فداء لغزة الصمود نعيش بشرف مع ضيق الحدود بنضل على أمل نحرر مش محتاج مبرر تكرر صبرا كلمات حملت في طياتها معان عربية دراج تيم مجموعة من الشباب جمعتهم الموسيقى الغربية ايش اللي بيدخن ابو علي؟ هذا الخبطه الاولانيه لانه احنا عايشين متوقعين في اي لحظه خلاص تخطب من بلد ثانيه. امبارح بالساعه 1 الظهر وانا واقف للساعه 8 بالليل على 6 كيلو غير وهذا حياه يا راجل. شيل السمكه سيب العلم امشي في العلم سيبك من البحر. خبط كلنا خبط يعني فيش احلام الواحد فكر في حلم بيأس منه انا اتمنينا نكون يعني من الدكاتره اللي بيعالجوا الناس حتى الله حمرك حمرني لانه غزه بصراحه كثير 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 حلوه بتجنن يعني فيها كثير اشياء ممكن انها تكون ايجابيه وحلوه ورائعه لان الانسان اذا فقد الامل فقد الحياه فدائما بدنا نعيش على الامل. Je viens d'ailleurs d'y retourner un nouveau film qui va être montré en première mondiale à Locarno dans 10 jours, dans 2 semaines. Et puis donc je commence à établir des liens là-bas très forts. Je rentre en Europe, on monte ce film qu'on a fait sur le Yémen. Et à partir de là, je fais un aller-retour un peu entre la fiction et le documentaire. En l'occurrence, ça c'était un documentaire. Et toujours un peu le même processus, au bout de 2 films, 3 films documentaires, j'ai l'impression que le réel... Je ne vais pas dire ne me suffit pas, parce que ce serait terrible de dire ça, le réel suffit toujours, mais que j'ai envie de le malaxer plus et de le tourner, que je suis en train de quitter le champ de la captation et du... Ouais, je quitte le champ du réel. Et ça m'amène à vouloir écrire des histoires. Donc après, en général, je fais de la fiction. Une fois que je fais de la fiction, j'ai l'impression que je me suis éloigné d'une certaine source, et donc je décide de refaire du documentaire. Voilà, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Et puis c'est une sorte de mouvement de balancier qui dure à peu près comme ça depuis 25 ans. Vous avez l'argent? En arrivant au Canada, je vais demander l'asile politique. Faut avoir un passé, un vrai. Au Canada, ils ont besoin des gens comme moi. Quand je vais arriver, ça va être par la grande porte. Mercedes, BMW, peut-être Peugeot 504. Tu me parles pas comme ça, moi, compris? Je suis pas une pute. Vous venez de Pologne? Non, Roumanie. Tu es arabe, toi, hein? Tu devrais l'écrire sur ton front. Parce que je te jure, comme ça se voit pas. Si tu n'as rien fait dans ton bled, tu n'as rien fait en Europe, tu comptes faire quoi en plus au Canada? Ton petit ami passeur, il t'a fait payer combien ton billet pour cette croisière des débiles? Donne-moi à manger. Ici, c'est tout le monde, chacun pour soi. Là-bas, ça sera exactement pareil. C'est pas moi qui vous ai mis ici, hein. D'accord, mais maintenant, il faut partager. Qu'est-ce que t'as partagé, hein? Tu veux que je te montre des jeux, hein, Tzigane? Un jour, ils en ont trouvé 50 dans un comme le nôtre. Le capitaine les a pris, il les a tous jetés à l'eau. Oh! Qu'est-ce qu'ils foutent? On devrait y être déjà depuis une semaine! Atlantique, ma chérie. C'est 7 jours à traverser, 7! Ils les abandonnent pas, les bateaux. Pas comme ça, en tout cas. Il doit y avoir des secours. Ouvrez! Ouvrez! Ah! Même vos
fictions aussi, est-ce qu'elles aussi ont un sens politique vous gardez toujours cette ligne, quoi. Ouais. Mais justement, j'ai pas l'impression que c'est une ligne. Je suis politique, c'est le sens large. Tout à fait, ouais. Mais comment dire, je me considère traversé par des questions sociales. Je suis très vite indigné, je suis très vite en colère. Je ne vais pas dire que je suis juste une boule d'émotions et d'affect. Hein. Je pense aussi le monde, j'essaye. Mais effectivement, c'est plus des rencontres et des situations qui m'ont amené à porter mon regard ou mon cinéma quelque part plutôt qu'ailleurs. سوينا له 50 سنة شو سوى خير؟ له من 45 مجلس الأمن وهيئة الأمم شو سوت غير نعمة الوالدين؟ جابوا لنا البلاوي لباب الدار. مقطوعية. أبصر قديش بدهم لا يستشروها؟ يعني جمع زمان. يعني أيام شو؟ الله يقطعهم طب وبعدين منين بدنا نروح؟ والله احنا جميع الأولاد في المدرسة منها بطلعوا هاي. رادين أولاد ولا عبادهم؟ الله يقطع. وين حقوق الإنسان اللي بقول عنها وينهم؟ بدها وبعدين بقولوا حكومة شارون بقول لك يعني جيش ديمقراطي، وين الديمقراطي اللي بهد الدار على صاحبها وينه؟ وين العالم؟ وين العالم؟ هم بنقتل منهم شلب بكل الدنيا على تحت، اما هم كل يوم بقتلوا بهد الدار على صاحبها ما حدا بيحكي ليش؟ Déjà dès le début, il y a toute cette question d'identité. Je pense que c'est quelque chose qui m'a travaillé, qui est en creux au début dans tous mes films, qui devient carrément après beaucoup plus central. Sans doute dû à mes origines, ça c'est une grande histoire, on en parle à un autre moment, mais qui sont en fait georgiennes et non pas russes comme mon nom pourrait le faire croire, donc c'est toute une histoire. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné là autour, la question de l'identité, d'où on vient, à quoi on appartient, etc., qui m'a toujours intéressé. Et d'ailleurs, je m'y suis intéressé aussi avec cette question des Arméniens vivant à Jérusalem, quelque chose de très particulier comme statut. Après, plus tard, je décide de faire un film, je crois que c'est lors de ce tournage-là que je découvre un club de boxe qui est à Akka, que les Israéliens appellent Akko et que les Français appellent Saint-Jean-d'Acre, qui est une ancienne ville de Templiers, qui a été colonisée par les Templiers, qui se situe maintenant en Israël. Et je découvre là-bas un club de boxe. Alors, parce que j'ai fait de la boxe aussi, j'aime beaucoup la boxe. Un club de boxe où boxe des jeunes qu'on appelle palestiniens d'Israël ou arabes israéliens, ou du point de vue israélien juste arabe, qui sont très forts et qui doivent boxer avec, en l'occurrence, il y a un entraîneur palestinien et un entraîneur juif israélien. Et voilà, c'était une histoire absolument incroyable. Le film s'appelle Les Gandors d'Aka, c'est mon premier documentaire que je tourne là-bas. 10 ans plus tard, après avoir tourné encore 2 fois là-bas, et totalement désespéré par la situation après la deuxième intifada, après l'échec d'Oslo, après 2000, 2002, etc., il y a des Suisses qui décident de lancer, en fait, un universitaire suisse, fils de banquier, très riche, qui décide, ni plus ni moins, que de faire la paix au Proche-Orient. Un type un peu particulier, je dirais pas perché, mais un type assez solide comme ça, mais qui a une espèce de vision, et qui réunit en fait Yossi Beilin, qui est un des activistes de gauche, on va dire, israélien, et Yasser Abed Rabo, qui était quelqu'un, membre du Fatah, proche de Yasser Arafat. Ils les réunissent ensemble et ils décident
de monter un projet qui s'appelle l'Initiative de Genève. Très discutable par les gens, par les tenants d'une position palestinienne, je ne dirais pas dure, mais assez intransigeante, parce que ça revient sur le droit au retour que les Palestiniens considèrent comme inaliénable, à juste titre sans doute, d'après moi, mais en tout cas, voilà, cet accord est signé par les deux parties et considère absolument tout ce que peut englober la question éventuellement un jour d'un accord. Voilà. Et on décide de faire un film et de suivre ces deux parties, la délégation palestinienne, la délégation israélienne, et ça dure à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, jusqu'à la mort d'Arafat, un peu plus en novembre 2004. À partir de là, je découvre qu'il y a un premier festival du film palestinien à Ramallah, ça correspond au même moment, et qui ont vraiment besoin grandement en tout cas de soutien, parce qu'ils n'ont vraiment pas de fric, très peu de choses. Et j'embarque, je profite de la situation où les Suisses sur place sont supposés soutenir cet accord de paix, l'initiative de Genève. Pour les embarquer, en fait, je déroute un peu leur soutien. C'est un peu comme si là, je disais, bah, regardez, il y a un festival ici, vous n'auriez pas genre 10, 15, 20 000 ou 30 000 pour les aider. Les Suisses embarquent là-dedans et à partir de là, je monte avec des Palestiniens sur place des séries d'ateliers et j'emmène des cinéastes suisses en Palestine et des cinéastes palestiniens à Vision du Réel, au festival à Nyon. Et voilà, et de ça découle toute une série d'ateliers, on fait des courts-métrages. Et c'est devenu pour la plupart des cinéastes quand même assez expérimentés maintenant. Et il y a une espèce de continuité parce que j'ai produit dernièrement un film qui a gagné le prix du meilleur documentaire à Berlin l'année dernière, qui s'appelle Ghost Hunting, qui est un film d'un cinéaste palestinien, Red Omdani. C'est un film très fort. رمزي مقدسي ممثل مسرح وسينما انحبست سنة 97. قد ايه قعدت بالتحقيق؟ بالتحقيق قعدت 3 أسابيع تقريبا، مش متذكر وقت. إذا بدي أعرض عليك 3 أدوار، سجين، محقق عنيف أو محقق دبلوماسي لطيف، أي دور بتختار؟ محقق بكل صفاته يعني. تحس حالك تقدر تتقمص دور المحقق يعني؟ طبعا. ورجيني كيف. انت لمين تابع؟ مش تابع لحد. ماليش خاص، انا ما بتدخلش بشيء. بقول لك لمين تابع؟ مش تابع لحدا. شو يعني لمين تابع؟ آخر مرة بديش أقوم من محلي بقول لك لمين تابع. مش تابع لحدا، مين تابع؟ شو يعني تابع؟ لمين تابع بقول لك؟ آخر مرة بحكي لك. اقعد منيح. لمين تابع؟ مش تابع لحدا. لمين تابع بقول لك؟ مش تابع لحدا. رمزي بديش استعمل معك العنف. كات. اوكي سوري. اوكي فعلت انا. سوري ضايقتك؟ لا ابدا. في عندي لك دور سجين، بتلعبه؟ أنا ممثل بدي أعيش. J'avais participé notamment à la fondation d'un centre culturel alternatif qui s'appelle l'Usine à Genève, qui est vraiment un gros truc maintenant, qui dure encore, qui a été créé en 89, d'ailleurs avec une semaine palestinienne. Et j'ai envie de reproduire ça quand je sors de mes études en cinéma, quoi. Et c'est l'échec total et systématique, et d'ailleurs c'est pas que moi qui vis ça, mais c'est très compliqué à un moment donné, quand on veut avoir une structure professionnelle et qu'on est face à des enjeux liés qui sont quand même liés à tout le temps des histoires d'ego, des histoires de reconnaissance. Le cinéma, c'est un monde difficile. Et je pense que la conjonction entre le monde associatif, où on se met un peu en retrait par rapport au projet, et ce qu'implique le cinéma est malheureusement pas très compatible. Alors je le découvre un peu à mes dépens, parce que j'essaie de monter une structure, puis une autre. Et en fait, elle marche très bien pour programmer des films, notamment dans ce lieu qui s'appelle l'Usine, où il y a un cinéma qui s'appelle le Spoutnik. Et j'avais pensé que les mêmes gens qui s'occupent de ce cinéma, qui étaient tous un peu cinéastes aussi,
aurait pu monter une boîte de production. Et là, dès qu'on a commencé à passer à la production, ça n'a pas marché. Donc, j'ai une boîte, mais c'est la mienne. Ah, c'est juste la mienne. Et, mais tu produis quand même. Bon, après, il y a toujours le côté collectif parce que là, tu es producteur et effectivement, tu produis de nombreux réalisateurs. Oui, je produis beaucoup de gens. Là, j'ai 2 producteurs qui bossent avec moi. Mais juste pour répondre à la question, j'aurais préféré que ça puisse être éventuellement, et encore aujourd'hui, que ça puisse être une coopérative où chacun agirait à sa guise. Où on pourrait, voilà, mais malheureusement, le monde du cinéma fonctionne peu comme ça. Donc, alors ça y est, on est bien, on va parler de ton dernier, enfin non, pas ton dernier, puisque effectivement, Jean Ziegler, l'optimiste de la volonté, il est sorti en France il n'y a pas très longtemps. Jean Ziegler, l'optimiste de la volonté, était présenté à Locarno il y a 2 ans, il y a exactement 2 ans, au Première Mondiale. Ensuite, il est sorti en Suisse, il est sorti en Allemagne, il est sorti en Autriche, où Jean Ziegler est très connu aussi, et il vient de sortir en France au mois d'avril. Che Guevara est tellement exemplaire et tellement important pour moi parce qu'il va au bout de ses convictions, jusqu'à mettre sa vie en jeu, de sacrifier sa propre vie. Il a fait le pas que j'ai jamais fait. Je reste le petit bourgeois privilégié qui écrit des livres, qui récolte même un peu de gloire devant des manifestants anti-impérialiste à Munich, qui passe à la télévision en fonction de ses livres, mais qui est toujours protégé, qui a une vie de confort. Je n'ai jamais fait le dernier pas. Mais ça t'est insupportable? Ça m'est totalement insupportable, totalement. Mais je suis un type qui est heureux, qui a une femme, qui a des enfants, qui est tellement privilégié, qui peut voyager, qui peut s'asseoir en force du pôle 8 de La Havane, enfin, parmi des Cubains vivants, là un flamboyant, la création du bon Dieu, le flamboyant, c'est de pouvoir voir ça, de pouvoir avoir des yeux, de ne pas être aveugle. Tout ça, c'est des privilèges incroyables qui m'obligent, pas moralement, je déteste la morale, qui m'obligent par une réflexion mais élémentaire de m'engager. Chacun conjoncturellement, là où il est, là où Dieu vous l'a dit, doit accomplir cette mission de solidarité, d'identité totale. Qui est divine. Il y a eu 2 films sur lui, qui sont des films de 50 minutes, qui étaient plus des films de télévision et qui étaient pour le coup des films un peu hagiographiques, un peu militants, un peu fascinés comme ça, où il peut dérouler sa pensée. Vous allez voir, genre on appuie sur le bouton et il déroule. Voilà. Donc il déroulait dans ces 2 films, donc il n'y avait pas... C'est pas des films qui ont eu beaucoup de... des parcours très forts. Quoi, voilà. Donc il restait la place pour essayer de faire un film un peu plus, on va dire, conséquent, un peu plus ambitieux sur Jean Ziegler. Par un hasard incroyable, 2013, moi je me trouve avec ma deuxième femme, juste avant, qui est cinéaste aussi, aux rencontres photos de Arles. Voilà. Et dans l'hôtel où on est, je plonge dans la piscine, et tout à coup, comme une grosse baleine, vraiment une cogne, c'est Jean Ziegler. Voilà. Et cette année-là, à Arles, on a de grandes discussions avec ma conjointe, avec lui, avec Erika, etc. Vraiment passionnantes. Et arrive cette idée de ce film. Entre-temps, le temps continue, et je crois que lui suggère au producteur que ce soit moi qui le réalise. Tout le discours tient en 4 cartes. C'est pas beaucoup, hein. J'ai fait un premier discours écrit. Après, je réduis le manuscrit avec des concepts. Spéculation boursière sur les aliments de base, toute puissance du capital financier, etc., etc. Et chaque fois, ce que je peux lire devant moi, que je regarde comme ça, mais je dois regarder la foule lentement. Si tu perds le contact du regard avec la foule, t'es foutu. T'es foutu. C'est un mec qui lit devant 20 000 personnes, bah, il atteint personne. Tu dois les atteindre avec les yeux, avec la voix, avec l'intelligence, avec la complicité que tu peux créer, etc., etc. Tu comprends, c'est le rêve de tout intellectuel d'être utile à la coalition des mouvements sociaux. Le problème de l'incarnation nous habite, enfin, c'est Sartre qui l'a appris, qui nous habite tous les intellectuels, toi comme cinéaste, moi ou le journaliste, moi comme écrivain, à quelles conditions une idée que tu produis dans la solitude, une idée devient-elle force matérielle, force sociale, uniquement si le mouvement social
reprend cette idée, la transforme en mouvement, en force historique. Et c'est le rêve secret de chacun de nous, et peut-être ça va se passer ce soir. Le producteur m'appelle, vous lui avez effectivement déjà parlé de moi, et ça convergeait que ce serait bien que ce soit moi. Et moi je dis, ok, très bien, mais comment je vais pouvoir faire un film sur un type qui est absolument fascinant, extraordinaire, totalement honorable et respectable, qui a une écoute d'un degré assez limité, et qui est animé d'une mauvaise foi dont, je sais pas, plus grande que les Pyrénées et les Alpes réunies, et qui est capable de convoquer absolument tout lors d'une discussion pour arriver à ses fins, quoi. Ce qui fait toute sa force de la politique, et la force de son parcours. Et je le respecte énormément. Mais je me dis, il y a une impossibilité d'un film total avec Jean Ziegler, voilà. Et je pense à ce moment-là à un de mes amis et collègues qui s'appelle Jean-Stéphane Bron, qui vient de faire un film une année avant sur Christophe Blocher. Je ne sais pas si vous savez qui est Christophe Blocher, c'est un peu notre Marine Le Pen en Suisse, leader populiste d'extrême droite, qui ne dit pas son nom, parce que c'est pas considéré comme un parti d'extrême droite, mais c'est l'UDC, ce fameux parti qui a fait des campagnes anti-immigration très violentes, avec des affiches avec des moutons noirs, etc. Et notamment cette campagne contre les minarets. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, tout ça. Voilà. Et ce Christophe Blocher est un personnage assez, bien sûr, fascinant, comme tous ces gens de pouvoir totalement inouïs. Il a quand même traîné, il a changé le visage de la Suisse, pour le pire, mais enfin voilà. Et donc mon ami Jean-Stéphane Bron caresse à ce moment-là, je pense, l'illusion qu'il va pouvoir, en guillemets, se le faire, quoi, réussir dialectiquement à le contredire. Et il embarque dans un film sur lui qui s'appelle L'expérience Blocher. Aber jetzt für die Zukunft, ob Sie wollen die Situation beschreiben und ein militärisches Metapher nützen, was würden Sie sagen? Machen? Ja. Ja, ich meine, natürlich braucht es immer eine Führung und eine Strategie, aber ich weiß jetzt auch nicht recht, wie das muss gemacht werden. Wir laufen ja viele Sachen, was wir haben. Also heute haben wir jetzt zum Beispiel erwogen, so überlegt, oder? Sollen wir jetzt geben wir dann die Initiativen ab gegen Massenzuwanderung. Also das ist schon ein rechter Brocken für die. Wir haben etwa 140'000 Unterschriften, das ist lange längst. Dann haben wir die Ausschaffungsinitiative, die es nicht durchsetzen wollen. Dann müssen wir nochmal eine Volksinitiative machen, die man gerade anwenden kann. Dann müssen wir fragen, wenn wir nicht gerade eine Asylinitiative machen. Geschlossene Grenzen. Gegen Schengen. Geschlossene Grenzen. Die Schweiz muss das Recht haben, die Grenzen zu schließen. Das gäbe dann Musik. C'est un film que moi je trouve totalement brillant, mais où Jean-Stéphane Bron se fait politiquement totalement manger. Voilà, parce que l'autre, il essaie de le confronter lors de discussions, d'entretiens fleuves, et l'autre est tellement fort. Je veux dire qu'il n'en fait qu'une bouchée. Et après, Jean-Stéphane Bron a dû décaler, je dirais, le propos en rajoutant une voix off qui n'était pas initialement prévue, pour essayer de reprendre un peu la main et dire où lui était dans ce film. Parce que c'est quand même compliqué quand on laisse quelqu'un dérouler une pensée viciée et qui n'est pas la nôtre, en tout cas. Ce sont les années des premières affiches qui font scandale. D'une main, vous nourrissez la peur, de l'autre, vous récupérez les bénéfices politiques. En désignant un coupable, les étrangers, vous ramassez la mise. En accusant les élites de complicité, vous la doublez. En faisant de l'immigration un thème central de votre politique, vous offrez un exutoire aux colères populaires. Le film est très intéressant, mais ça a été très compliqué et ça n'a pas porté ses fruits. Voilà. Donc moi, fort de cette expérience-là, je l'ai vu à Locarno d'ailleurs, sur la Piazza Grande, ce film, devant 8000 personnes, et je me suis dit, si je fais ça avec Ziegler, ça va être pareil, dans l'autre sens, hein, on va dire, mais avec une pensée dont je me sens bien évidemment 1000 fois plus proche, mais je ne vais pas trouver ma place là-dedans. Et donc j'hésite beaucoup, et on se retrouve l'année d'après à Arles, dans le même hôtel, et on commence à discuter de ça. Ça c'est 2014, je crois. Et on commence à voir où pourrait se
se dérouler ce terrain du film, dans quel champ il peut exister. Et alors Jean, il me dit, voilà, alors on va parler de ça, alors la première partie de ma vie c'est ça, la deuxième c'est ça, la troisième c'est ça. Je dis, ok, donc ça ne va pas du tout pouvoir se passer comme ça. Il faut qu'on trouve un champ où le débat, le dialogue entre lui et moi, entre le cinéaste et l'objet filmé, la personne filmée, puisse se dérouler. Et je ne vois pas où il peut être ce terrain-là. Bon, alors de fil en aiguille, on continue à discuter, et tout à coup je me rends compte que le seul moment où peut-être le cinéma pourrait, entre guillemets, je dirais pas gagner cette bataille, mais en tout cas se positionner un peu sur le ring, parce qu'avec Jean Ziegler, c'est un peu une histoire de ring hein, quand même, hein. Se positionner avec les bons gants quand même, et pas être tout le temps dans les cordes, je dirais, si j'utilise cette métaphore, c'est le réel, c'est-à-dire le décalage qu'il peut parfois y avoir entre sa pensée, très articulée, très solide, pas très ouverte, souvent assez fermée, le dialogue qu'il peut y avoir entre sa pensée et la réalité en tout cas telle que moi je pourrais la filmer. Voilà. Et donc il faut qu'il accepte à ce moment-là, et on en débat beaucoup et c'est long, d'aller dans des endroits où il sort un peu de sa zone de confort. Vous, comme révolutionnaire, vous êtes optimiste, vous croyez que l'émancipation, l'humanisation de l'homme a progressé pendant que vous étiez sur cette planète? Comme révolutionnaire, vous... C'est une question. Oui, un peu... C'est Romain Rolland, c'est Gramsci qui a parlé du pessimisme de l'intelligence, oui. l'optimisme de la volonté. Oui, oui. Au point de vue purement intellectuel, c'est pas facile d'être optimiste. Oui. Mais il y a le besoin d'être optimiste. Oui, c'est ça. Et je crois que l'Amérique latine est en train de jouer un rôle très important. D'avant-garde de l'humanité, oui. C'est comme ça. Oui. À partir de Chavez, oui. Et puis Evo Morales, Correa. Aujourd'hui, c'est Cuba, Venezuela, l'Équateur, Bolivie qui montent la voie. Et si la gauche européenne a une chance de se réveiller un jour, c'est en se nourrissant des expériences, du courage, des combats d'Amérique latine. C'est la situation s'est inversée en 250 ans. Exactement. L'âge aidant aussi, sa zone de confort, c'est devenu des voyages plutôt... S'il était là, il pourrait le préciser, mais c'est devenu plutôt des voyages un peu de convenance, c'est-à-dire où il fait un peu la tournée des popotes, des anciens militants. Il est reçu comme un roi. Il est souvent adulé dans les pays dont il a parlé, les pays qu'il a soutenus. Je pense à l'Algérie, je pense à Cuba, à certains pays d'Amérique latine. Et donc, c'est un peu des voyages organisés, des voyages de tourisme révolutionnaire, où il y a des gens qui boivent ses paroles, qui l'emmènent d'un endroit à l'autre, on vénère des monuments, des personnages historiques, voilà. Et puis on dit à quel point c'était extraordinaire, en gros. Et je me dis, mais si je filme ça cash tel quel, soit je dois manier l'ironie, ça va devenir un peu caustique et c'est pas forcément appréciable. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc il faut qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il aille un peu au contact de cette réalité dont il parle tout le temps, mais dont il s'est finalement un peu, la situation aidante, déconnecté. C'est en 2014, je crois. 2014. Alors c'est fantastique, en même temps c'est très émouvant. Il y a Evo Morales qui est là, il y a... tout le monde se réappelle justement camarade, mais alors c'est les chefs d'État qui s'appellent camarades, c'est pas le peuple hein, là-bas. Et c'est Alger revit le grand sommet des pays non alignés, le premier c'était je crois 60, juste après la Révolution, très vite après, 75, 65 peut-être. Donc c'est des moments très forts et lui est invité comme personne des plus importantes, comme un des sages. Donc il y a tous ces chefs d'État qui sont là, puis il y a 11 sages, dont Jean Ziegler qui est là. Et alors je commence à filmer ça en me disant, il faut qu'on trouve quelque chose qui parle d'aujourd'hui. Et en fait, tout est totalement balisé. Et on fait une visite de la Casbah, où on retourne sur les traces d'Ali Lapointe, du film La bataille d'Alger. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire, mais il est suivi en permanence par deux jeunes Algériens qui boivent ses paroles. Et en gros, il n'y a aucune autre possibilité que de dire que tout est génial, que c'est encore génial, que Bouteflika est encore génial, parce que c'est un ami de Jean Ziegler. Et je me dis, c'est carrément... ça se transforme en film de propagande
un niveau rarement atteint, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc je rentre, et je dis ça n'a pas marché. Donc que peut devenir ce film? Et finalement, il y a Cuba. Et lui me dit, en fait, je veux aller à Cuba. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser cette trace-là. Je veux assumer à 100%, et même à 1000% et plus si ça existait, les acquis de la révolution cubaine, ce qu'a laissé la révolution cubaine et ce qu'elle sera. Okay. Et moi, j'étais déjà allé à Cuba 3 fois. J'ai un énorme respect pour la révolution cubaine. Mais je pense qu'on a le droit d'en parler et de la challenger un peu, quoi, de la confronter un peu quand même. Il n'y a pas tout qui est parfait. Il n'y a rien qui est parfait nulle part, mais disons que c'est pas... J'ai de la peine à boire la révolution cubaine du début à la fin sans amener un peu de contradiction et de critique, en tout cas d'interrogation. Lui, pas. Vous allez le voir, hein, c'est un exercice de style extraordinaire. Donc il dit non. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Un pays qui décide que la chose la plus importante au monde, c'est de nourrir tous les enfants, de leur donner de l'éducation et la santé, vaut tout le reste, quel que soit le prix à payer. Voilà. Et moi, je suis, à l'époque, j'ai bougé un peu depuis, mais pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont importantes aussi, et sur lesquelles on ne peut pas forcément s'asseoir sous prétexte qu'on nourrit tout le monde, qu'on donne la santé à tout le monde, ce qui est énorme aussi. Hein, mais voilà. Donc je trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant, extrêmement intéressant. Donc on décide de partir là-bas. Mais il annonce déjà la couleur. Il me dit, tu verras sur place, je vais tout soutenir. Mais vraiment tout. Je dis, bon, bah alors c'est très bien, allons-y. Voilà, vous n'avez pas vu le film encore voilà. Alors vous allez voir, il soutient absolument tout. Il arrive. Moi, je vous propose, pour l'accueillir, de faire une pause. Et avant d'attaquer à la conférence, pas pressé. Voilà. Bienvenue à toi, Jean. Salut. Ça va? Salut. Tu vas bien? Je vais vous embrasser. Viens, tu vas venir ici. En fait, je vous propose Nicolas, merci à toi pour cette temps de rencontre. Okay. On va reprendre dans 5 minutes avec tous nos invités de la journée. Très souvent, le capitalisme, chacun le voit à sa porte ou juste à la porte de son patron et n'imagine pas les méfaits, je dis bien les méfaits puisque j'ai des opinions politiques comme vous, donc les méfaits du capitalisme dans le monde entier. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse, par ce film et aussi en discuter, faire le tour de la planète et voir que ce n'est pas qu'un effet d'élection locale, d'un effet nationaliste, mais que c'est bien un système international contre lequel il faut lutter et que vous y avez mis et vous y mettez toute votre énergie et toute votre vie, je crois. Merci, c'est tout. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Je vous remercie infiniment. Effectivement, bon, Jean, vous déroulerez plutôt cette pensée-là cet après-midi. Et effectivement, on sera loin d'une critique ethnocentrée du capitalisme. Le professeur vient de jouer en Afrique pour échanger avec les sociétés civiles africaines. Mais j'y suis même souvent. les INDH. Mais bien sûr. Enfin, c'est vous qui devez lutter, c'est vous. Chacun doit lutter là où il est né. Terminé. Non, c'est vrai, c'est pas... Dieu nous a mis mystérieusement là où on est. C'est là qu'il faut lutter. Oui. Nous vivons sous ce régime meurtrier, absurde, un ordre du monde cannibale qui doit être changé radicalement et nous pouvons le faire. Il n'y a aucune quelconque impuissance qui nous permettrait de nous excuser. Vous êtes tous nés de cultures complètement différentes, mais de cultures, vous êtes debout, vous êtes en vie, vous avez une formation et vous allez entrer dans des carrières certainement qui vous donnent les moyens, d'attaquer, de combattre cet ordre du monde. Ce qu'il faut, c'est de la solidarité, de l'analyse claire et surtout de l'espérance.